Voilà, et donc je vous présente voilà, initiative, je veux dire qu'on va mettre en place à l'ENALUX parce qu'elle n'est pas encore, active pour le moment. En fait, quand j'étais en contact avec les c'était en septembre, en octobre, j'ai dit oui, je te montre, ça sera prêt. Et puis il y a 3 semaines, je me dis non, mais c'est pas prêt du tout. En fait. Et chaque fois, je m'étonne de à quel point j'étais ambitieuse et je m'étonne de m'étonner de pas être prêt. Et donc, à l'ENALUX, on a toute une stratégie. Il y a dans la haute école une stratégie qui repose donc, entre autres sur des notes, des guides, des chartes. J'aime pas dire des chartes parce que des chartes, ça doit être signé des 2 parties, alors que là, c'est pas vraiment le cas, mais donc des guides de bonne pratique, de pratique de l'IA responsables par les étudiants, par les enseignants, par les personnes qui effectuent des tâches administratives. Il y a aussi il y a toute une série d'initiatives qui sont prises compte tenu du fait qu'on vit maintenant dans un monde avec l'IA. Et donc, notre boîte collaborative de prompt fait partie de cette initiative. Il y en a une autre aussi que je vous présenterai demain. Donc, je suis sûre que vous revenez tous demain parce que vous allez voir à quel point ça va être bien. Donc, cette boîte collaborative de prompt, son ambition, c'est de proposer des prompts pour les enseignants qui, pour utiliser, les enseignants n'auraient qu'à copier-coller un modèle de prompt qui serait disponible sur notre boîte de prompt ici, et après ça, le coller dans un chatbot et simplement changer quelques éléments qui fait que ce soit vraiment adapté à leur pratique à eux. Ce qu'on a mis ici, c'est qu'en fait, on l'a fait sur le thème du chocolat parce qu'on trouvait que c'était plus attrayant que de faire sur un simple thème pédagogique. Et on l'a mis aussi sur le modèle de l'alignement pédagogique. Donc, préparer une recette pertinente, donc c'est d'abord déterminer des objectifs, et donc des prompts pour déterminer les objectifs, pour nous aider à déterminer les objectifs, pour affiner nos objectifs, etc., etc. Deuxième étape, enseigner des dispositifs homogènes et efficaces. Donc là, c'est vraiment la méthode. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme stratégie pour que les étudiants apprennent? Et enfin, la troisième étape, l'évaluation, donc évaluer un apprentissage qui a du goût. Et avant ça, un élément sur les principes généraux du prompt, pour que même les enseignants qui ne sont pas familiers avec l'IA puissent quand même prendre en main cette boîte à prompt, voilà. Et pour terminer, une étape qui nous paraît essentielle, c'était exercer un regard critique. Et enfin, on a quand même mis un petit onglet « Qui sommes-nous » pour présenter la... Je m'arrête, j'ai vraiment du mal à... Ce n'est pas que j'ai un truc de l'attention, c'est que j'ai vraiment du mal à me concentrer si vous faites les doigts à côté, mais allez-y. Donc ici, un petit onglet « Qui sommes-nous » parce qu'en fait, on a eu l'ambition, parce qu'on est ambitieux comme vous l'avez remarqué maintenant, l'ambition de se dire peut-être que cette boîte à prompt, elle pourrait sortir des murs de l'ENALUX et être utilisée aussi en dehors de l'ENALUX, et donc on s'est dit que c'était essentiel de se présenter. Et enfin, participer à alimenter cet outil, c'est un onglet qui est appelé à être lié simplement à un formulaire Forms, qui sera où les personnes vont pouvoir donner des propositions de modèles de prompt pour pouvoir continuer à alimenter cette boîte. C'est pour ça qu'on l'appelle la boîte participative, parce que c'est vraiment l'idée que chacun puisse y trouver à manger et participer aussi à l'amélioration de la boîte. Donc, elle n'est pas redéfinie parce qu'elle n'est pas finie. Donc, ici, dans les... stop. J'ai encore de nouveau ouvert 2000 onglets et c'était une grande idée. Yes, premier. Les principes généraux du prompt, ça vient sur une petite vidéo qu'on avait générée pour un autre projet, mais on s'est dit bonne idée, on va la recycler pour l'utiliser ici. C'est même pas recyclé, c'est juste exactement la même qu'on a utilisée, donc qui explique c'est quoi un prompt et quelles sont en fait les étapes à respecter pour pouvoir générer un prompt qui tienne la route et qui amène la réponse qu'on attend. Je vais continuer par là.
ne fonctionne pas encore. Celui-là non plus. Je suis sûre qu'en fait, ça fonctionne déjà, mais voilà. Donc, vous avez toujours couleur chocolat. On est très branchés sur. On voulait vraiment avoir une ligne esthétique qui tienne la route. Et donc, ici, c'est les questions sur le regard critique. Les autres onglets ne sont pas encore actifs. Et donc, sur le regard critique, j'avais trouvé un site qui nous donnait des guidelines, finalement, sur les questions sur le choix de l'outil IA. Quelles questions je vais me poser quand je choisis un outil d'IA et quelles sont les questions que je vais me poser sur le résultat généré par l'IA. Donc, vraiment, l'idée de ne pas choisir un outil de manière aveuglément et même chose de ne pas utiliser aveuglément un résultat généré par l'IA. Donc, qui est le créateur de cet outil, qui a travaillé dans l'entraînement de l'outil, quel ensemble de données a été utilisé pour entraîner l'outil, pour quelles raisons cet outil a-t-il été créé, etc., etc. On ne dit pas évidemment qu'il est nécessaire de trouver la réponse à chaque question avant d'utiliser l'outil, mais par contre, ça donne quand même des pistes pour se dire, ben, quand j'utilise un outil IA, je vais quand même me poser, au moins me poser la question, et si je ne trouve pas la réponse, je peux admettre que je ne la trouve pas, mais au moins je me serais posé la question, je ne l'aurais pas utilisé comme ça de manière tout à fait novice. Des questions sur un outil d'IA. Et ici, les questions sur le résultat généré par un outil d'IA. Quelles informations sont présentées dans le résultat généré? Quelles informations sont manquantes? Quel type de langage et choix de mots sont employés pour transmettre les idées? Et je pense qu'il y a plusieurs pages aussi. Quels sont les préjugés présents dans le texte? Quelles pourraient être les sources originales employées pour produire ce texte? De nouveau, on n'est pas obligé de trouver les réponses. Sinon, on n'utilisera plus l'IA. Je pense si on attend d'avoir trouvé toutes les réponses, ça va être trop compliqué. Mais au moins, on fait vraiment preuve d'esprit critique et de regard réflexif sur l'usage de l'IA. Ici, c'est juste une page pour au brouillon. Et donc, ici, j'ai mis les sources. Donc, UQAM, pensée critique et invite efficace, ce sont les pages déjà existantes sur lesquelles je me suis basée pour mettre toutes les séries de questions. Donc voilà, ici, je vous ai montré l'outil qui est en cours de construction en Linux pour faire cette boîte à prompts. Et puis, j'étais un peu découragée dans mon ambition, aussi parce que j'ai trouvé ceci, dans un des milliers de... Top, ce truc-là, je vais bouger là. Non, c'est le pilote. J'ai découvert ce truc. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ça s'appelle boîte à prompts. Et donc, c'est un studio de création de prompts. Ici, je décris mon idée. Donc, j'ai plusieurs possibilités. Créer, analyser, image vers prompt. Donc, je peux donner une image qui va me générer le prompt qui va permettre de créer l'image. Ou bien bibliothèque. Je décris mon idée. Je donne le niveau de créativité que je souhaite avoir. Je donne la longueur de la réponse que je souhaite avoir. Je donne le nombre de questions de clarification. Je donne le modèle cible du prompt. Et ensuite, je peux lancer ma recherche. Et le boîte à prompt va me générer le prompt idéal pour la situation dans laquelle je suis. Donc je me dis, zut, un outil encore mieux développé que le nôtre existe déjà. Autre chose que j'ai découvert aussi, c'est ceci, HEC Montréal. En général, je trouve qu'ils font du bon boulot à HEC Montréal. Alors, ce qui est toujours hyper frustrant, c'est que j'ai l'impression que tout ce qui vient du Canada, c'est toujours extraordinairement qualiteux. Et puis, je me suis quand même rendu compte, à force, qu'ils ont aussi une grande culture de la diffusion. Que là où en Belgique, on a plutôt l'habitude, on nous apprend plutôt à s'excuser d'exister. Et à garder aussi notre faute parce qu'on pourrait nous les piquer. Et donc, on produit aussi des bonnes choses. Alors, ce n'est pas ici l'idée de comparer ce qu'eux produisent, ce que nous produisons, mais on peut se dire qu'en fait, on n'a pas spécialement à rougir de ce que nous produisons. Il y a aussi une question vraiment très culturelle de se dire qu'il y en a qui dès le départ apprennent à diffuser, là où nous, dès le départ, on nous dit d'abord qu'on n'est pas vraiment valide et qu'en plus, si on est valide, dans le cas des... Donc voilà, pour le directeur par HEC Montréal, ils ont des super ressources en France. Si vous avez une ou deux journées devant vous dans les vacances, n'hésitez pas. Et donc, eux, ils ont un catalogue de prompts avec des générations de questions ouvertes, des créations de style personnel. Et donc, tout ça, c'est un catalogue où vous trouvez aussi des prompts qui sont tout faits et que vous n'avez plus qu'à adapter à votre propre situation. C'est là que j'étais donc un peu déprimée en me disant ça existe déjà, ce qu'on a entre guillemets inventé. Mais j'ai quand même aussi
retrouver un peu la raison de notre outil à nous, c'est que notre outil, on veut vraiment être très proche de l'utilisateur, et comme on l'a créé à l'Enalux, mais donc il sera vraiment proche des utilisateurs Enalux, mais aussi proche des utilisateurs d'autres enseignants de hautes écoles en Belgique, parce que on sait comment on fonctionne et on a relativement les mêmes besoins dans les mêmes milieux de travail, je vais dire. Donc on se dit, voilà, d'autres outils existent, le nôtre a des spécificités, donc par exemple le fait de se calquer sur l'alignement pédagogique, c'est quelque chose que on était fiers de notre idée. Et on se dit aussi que on pourrait aussi, en tout cas chez nous à l'Enalux, proposer aux enseignants des accompagnements sur la prise en main de cet outil pour qu'après ça, ils puissent être le plus autonome possible sur l'outil en question. Et j'ai une question au niveau de l'interface, ce serait alors le même genre de choses que Patapon, je veux dire avec des curseurs, un truc un peu plus sexy justement. Moi j'étais par exemple sur générateur de prompt, un truc très oui c'est ça. Donc ici on essaye de faire déjà on a utilisé Geniali, puis on trouve qu'il est esthétiquement il est sympa, il donne envie d'y aller. Et donc on va faire en sorte de on a décidé qu'on restait sur le thème du chocolat uniquement pour la page de garde qui est celle-ci et pour la page suivante où on retrouve encore le chocolat. Après on se dit c'est bon, on va passer à du vrai contenu. On va rester dans la même gamme de couleurs, on ne va plus faire référence à la gourmandise et au chocolat, mais on a quand même l'ambition de rester sur quelque chose qui est attrayant avec des pavés par exemple, ou avec des. Oui, il faut que ce soit vraiment accessible pour les participants, pour les utilisateurs. Je vous laisse des questions, parce que j'ai fini de présenter. Merci beaucoup. Et on a encore un petit peu de temps devant nous parce que Julie ne nous a pas encore rejoint dans la conversation. Il va nous échanger de la question de cette participative et collaborative. Est-ce que vous avez utilisé, réfléchi dans le processus avec la création du LLL et l'effet sur Métropédia, oui, avec notamment certains prompts pédagogiques qui sont quand même hyper poussés. C'est ça, voilà. Mais qui sont pertinents. Mais en fait, je crois que Métropédia est arrivé plus ou moins au moment où on a eu l'idée de faire cette bonne approche, et on s'est dit, waouh, le boulot de fou qu'ils ont fait. Et puis on s'est bien dit, il va avoir un boulot pareil. Effectivement, eux, ils ont fait un appel à projet, ils ont des subsides pour ça. Nous n'avons pas de subsides, donc notre projet est moins ambitieux de Métropédia. Il porte vraiment sur les prompts pour l'enseignement, donc c'est moins large aussi. Ouais. Mais on s'est dit aussi que en fait, Métropédia touche un large public. Et c'est là qu'on s'est dit, nous, comme notre outil aura été validé en interne, on pourra aussi le diffuser à l'extérieur, surtout que c'est sur une plateforme qui est accessible à tout le monde. Mais c'est vrai aussi qu'on part surtout toutes nos ressources, enfin, on ne crée des ressources que si on ne les a pas trouvées ailleurs. Sinon, on fait des liens vers ceux qui existent, plutôt que de réinventer la roue éternellement. Quand cette banque de prompt existera, c'est quoi l'idée en interne par rapport à ça? Parce qu'on sait que même quand ça existe, il y a quand même un gap entre ça existe et c'est utilisé. Oui. Est-ce que tu as déjà un plan? Vous avez déjà un plan? Mais à l'Enalux, avec le pôle pédagogique que je coordonne, on organise 2 fois par an des semaines qu'on appelle les journées pédago numériques. C'est fin août et fin janvier, parce que les enseignants ne donnent pas cours à ce moment-là, donc potentiellement ils sont plus disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'ils ont aussi beaucoup de réunions, et en tout cas ils ne donnent pas cours. Et donc, quand la voiture sera prête, et donc aux prochaines journées qui auront lieu, pas en janvier, parce que ce sera encore après, mais fin août, on proposera une prise en main de l'outil, mais c'est sur base volontaire. Alors, il y a en fait, dans nos journées pédago numériques, une demi-journée qui sera proposée pour ça, ouverte à tout le monde. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on contacte directement les directeurs adjoints des différentes implantations pour leur dire, voilà, on a un chouette outil, est-ce que vous voulez qu'on vienne le présenter aux enseignants de cette implantation-là Donc, on fait ça. Au-delà de ça, on peut aussi le mentionner dans les accompagnements individuels. Mais on essaie de ne pas faire du forcing non plus pour pas dégoûter les gens. Et ça n'arrive pas en toute première intention non plus dans des initiations en ligne. Ça vient en 2e ou 3e étape. Ça n'a pas de sens de montrer ça à des enseignants qui ont encore très peu de lien.
on évoquait Métropédia, sans trop spoiler ce qui va se passer demain. On a un représentant de Métropédia qui viendra donc pour animer 2 ateliers demain, une partie avant-midi, une partie après-midi, qui est Pascal Van Grunter-B, qui s'est choqué par ce prénom. Et donc, on ira peut-être un petit peu plus loin aussi dans l'appréhension de ce nouvel outil qui est Métropédia, finalement. Ce sera l'occasion de pouvoir questionner aussi les concepteurs aussi qui sont à la base de la réflexion par rapport à cette diffusion de ce type d'outil. Donc voilà, c'est... Oui, et Métropédia, par exemple, nous, dans notre journée pédagogie numérique en interne, on propose une demi-journée sur Métropédia. Nous, on n'est pas à la base, on n'a pas conçu l'outil, mais on se l'a approprié. Et c'est une demi-journée parce que on imagine une heure vraiment pour découvrir l'outil, se l'approprier, voir comment naviguer dans l'outil et tout ça. Et après ça, une heure où on disperse les gens en petits groupes et où chaque petit groupe creuse vraiment un des aspects de l'outil et puis vient présenter au grand groupe parce qu'il y a des découvertes et pas l'utilité. J'avais aussi une question. Concrètement, vous avez demandé aux personnes, enfin, tu m'as dit pas nécessairement répondre à chacune des questions, mais et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix, pourquoi vous n'avez pas fait le choix de présenter donc chacune des IA que vous maîtrisez ou vous considérez comme potentiellement utilisables, faire une sorte de comparaison avec des critères? C'est pour sortir du fait de devoir présenter des critères objectifs. Mais le but ici n'est pas de comparer des outils, mais bien de donner des prompts déjà prêts, entre guillemets. Donc, c'est vraiment pas la même intention, je pense, de dire, de présenter différents outils. On propose aussi des formations et des accompagnements sur la prise en main de notre book LM, spécifiquement de notre book LM, mais aussi de l'IA de manière générale. Et je vous montrerai demain une autre initiative qu'on a faite vraiment, qui est vraiment IA tout azimut. Ici, l'idée n'est pas de comparer les différents outils, surtout qu'on se sent très vite dépassé sur un outil. Quand tu le maîtrises, le lendemain, tu ne le maîtrises déjà plus. Et que ça dépasse en fait la spécificité de l'outil, mais que soit vraiment au service du prompt pour les enseignants. Et il y a quand même un moment où vous donnez une information, ça je ne suis pas sûre d'avoir saisi, sur une identité spécifique de l'IA quand même, ou bien c'est la personne qui doit aller rechercher elle-même, répondre à ces différentes questions avant d'obtenir une génération de prompts. Tu parles de l'IA, d'un outil d'IA spécifique, donc oui, à quel moment je vais utiliser Perplexity ou ChatGPT ou ici. Oui, tu vois. Ou par Gemini. Oui, c'est ça. En fait, il y a dans les 3 onglets ici, dans les 3 étapes, il y a des témoignages. En fait, c'est plus que des témoignages, c'est des partages d'expériences d'enseignants qui disent voilà, j'ai utilisé tel outil, je l'ai fait comme ça, et voilà le résultat que j'ai eu, et voilà ce que j'ai en fait après. Et donc, ça, c'est plus ciblé sur différents outils. Là, c'est pas des comparaisons, mais c'est plutôt quel outil pour quel usage, ou en tout cas, je maîtrise bien cet outil-là, voilà ce que j'en ai fait. Et toujours au service des démarches d'enseignement. Donc ici, on n'est vraiment pas dans la casquette étudiant, on est vraiment dans la casquette enseignant. Dans quelle mesure est-ce que l'IA va être un vrai assistant pour moi enseignant, va me permettre de gagner du temps, de gagner de l'énergie, c'est ça, et de donner une plus-value à l'enseignement aussi, de faire en sorte que les étudiants vont mieux apprendre. Enfin, il y a vraiment plein d'objectifs qui peuvent être travaillés. Mais j'insiste quand même sur la plus-value parce que parfois, moi je suis assez primaire à la base et en tant qu'assistante primaire, je trouve que parfois, quand on trouvait un chouette thème ou un chouette outil, parfois en fait l'outil prenait le pas sur l'apprentissage. Et parce que je voyais fleurir partout des classes Harry Potter. Alors moi je suis pas très fan de Harry Potter. Voilà, suivez-moi si vous voulez. Et j'observais dans cette classe Harry Potter que parfois, régulièrement, le thème de Harry Potter prend le pas sur les apprentissages. Alors, je ne dis pas que les apprentissages doivent être chiants, au contraire. Il faut vraiment que ce soit lié à des expériences positives, mais on ne peut pas admettre que le fait de s'habiller en Harry Potter prenne le pas sur le fait qu'on est là pour apprendre. Et donc, c'est le danger aussi. Sur la plus-value, on va utiliser l'IA uniquement si on est sûr qu'il y a une plus-value pour les apprentissages de nos étudiants. C'est vrai qu'à un moment, il va falloir tester aussi. Si je ne suis pas sûr qu'il y ait une plus-value, ben, je teste pour voir s'il y en a une ou pas. Si ce n'est pas plus-value, je laisse tomber. Je ne peux pas utiliser l'IA pour dire que j'utilise l'IA. Au contraire. Comme pour tous les outils numériques, finalement. On utilise l'outil numérique que pour sa plus-value. Et si la plus-value n'est pas
perceptible par rapport à la lourdeur de l'outil ou à un autre inconvénient de gestion. Oui, donc j'avais comme intervention, comme titre, j'avais mis l'IA générative personnalisée dans l'enseignement supérieur. En fait, je vais profiter de mon intervention pour expliquer un petit peu une expérience qui est en train d'être menée depuis la rentrée 2025-2026. Non, c'est le contraire, 2024-2025. À l'UNAMUR et qui en fait avait pour objectif justement de mesurer un peu à quel point on pouvait intégrer des chatbots. Donc j'ai refait une deuxième slide pour vous montrer qu'en gros, je ne vais pas parler d'IA générative en général, mais vraiment de cette application de l'IA dans un chatbot, donc un chatbot doté d'IA générative dans l'enseignement supérieur et vous expliquer un petit peu la démarche de recherche déjà que nous avons, les choix que nous avons faits, les choix qui sont en train de se mettre en place pour l'année 2, c'était un projet sur 2 ans, parce que c'est assez intéressant de voir justement le cheminement et ce vers quoi ça nous a amené. Donc, pour vous expliquer un petit peu le contexte de la recherche, donc de l'expérience qui a été menée. Ici, en fait, les hautes écoles fonctionnent sans doute la même chose que les universités. On fonctionne beaucoup avec Microsoft Teams. On a eu quelques enseignants qui ont été intéressés en fait de mettre en place des chatbots avec tout cet aspect un peu délicat, justement de savoir est-ce qu'on part sur quelque chose qui est ouvert avec tout le problème des données générées ou est-ce qu'on part sur quelque chose qui soit plutôt interne à l'UNAMUR sans pour autant qu'on développe, on n'a pas la force de frappe de l'UCL, par exemple, qui a créé son propre outil interne à l'UCL. Nous, on n'a pas ce genre de possibilité. Donc, en fait, voilà, on s'est dit, on a des profs qui veulent avoir des assistants virtuels avec IA ou non. Ils n'étaient pas trop sûrs de ce qu'ils voulaient, dédiés à des cours spécifiquement. Donc, on a mené un projet avec un cours en particulier, avec un enseignant qui était très intéressé par l'IA générative de façon générale et qui avait déjà mené pas mal de recherches de son côté. Donc voilà, il nous a demandé en fait d'avoir un assistant virtuel dédié à son cours de physique 3 optique. C'était pour le contexte. On est avec des élèves qui sont finalement en première année de sciences vétérinaires et qui ont un cours de physique assez poussé, avec notamment un cours qui est un peu difficile au niveau du timing à assurer. Donc, l'idée du projet, ça a été de se dire, ben voilà, on va mettre en place un assistant virtuel qui va donner une partie du cours lui-même. Donc, quand je dis qu'il va donner cours, évidemment, je anthropomorphise ici un petit peu trop, mais en gros, c'est de se dire, ben voilà, certains chapitres ne vont pas être vus de manière magistrale. Les étudiants auront accès à des ressources et à un assistant virtuel qui a été entraîné avec des ressources particulières à ce cours. Le cours le module d'optique particulièrement. Et donc, l'idée, c'était de partir avec ce que Microsoft nous proposait, puisque nous étions tous sur Microsoft au sein de l'institution. Et donc, on est parti sur Copilot, avec Copilot Studio pour paramétrer un chatbot personnalisé. Alors, dans un premier temps, il a été nourri uniquement par des ressources sélectionnées, donc les traductions des vidéos qui avaient été tournées pendant le Covid, ça c'est une bonne ressource, les vidéos elles-mêmes, les supports de cours, des livres qui étaient sélectionnés, etc., des slides, un peu de tout. Alors, pourquoi Copilot? C'était notamment parce qu'on l'avait effectivement, mais j'ai aussi oublié de dire que finalement, c'était aussi pour une question de protection de données. Donc, c'est que Copilot protège les données tant que vous payez la licence, évidemment. Et donc, voilà, c'était un choix assez facile, mais en même temps qui respectait à ce temps-là les conventions qu'on avait par rapport aux données des étudiants. Donc, il était dit que les étudiants aient quand même, avant de l'utilisation, donc on ne les a pas jetés dedans, tombent dans une piscine, on a fait une initiation à l'intelligence artificielle de façon générale, ensuite à l'IA générative. Ils ont eu une initiation en promptage avec des use cases spécifiques pour leur montrer un petit peu ce qu'ils allaient pouvoir faire avec le chatbot. Et donc voilà,
Opération est lancée. Je ne sais pas si on le voit bien ici, l'image est un peu petite, mais en gros, le chatbot était accessible via Teams. C'était assez facile pour les étudiants. Donc, il l'ajoutait comme un contact Teams finalement, et donc il restait là accessible. Donc, on a fait pas mal de mesures comme ça. Je pourrais vous parler un peu de tous les problèmes par après, mais je vais d'abord donner un peu les idées justement du pourquoi il voulait ces assistants et ce que ça pouvait amener selon la littérature au cours. Donc finalement, au niveau des arguments pour, c'était l'accessibilité. Donc après le Covid, évidemment, on a eu cette tendance à être accessible, même sans le vouloir, via Teams, un peu à tout moment, même en dehors des heures de cours. Donc c'était une remarque aussi des enseignants. Ils voulaient un petit peu se délester justement de cette charge et les assistants aussi des étudiants qui arrivaient à tout moment pour des questions, surtout dans les cours de physique pour des options qui ne sont pas à destination de la physique. Un soutien individualisé avec une idée de personnalisation de l'apprentissage, donc des étudiants qui peuvent s'exercer et recevoir des explications à leur rythme évidemment, les cours complexes qui deviennent plus accessibles parce qu'en fait on peut réexpliquer de façon différente et autant de fois qu'on le veut, adapter les réponses en fonction du niveau de l'étudiant et répondre à des besoins divers dans un même groupe classe, sachant qu'évidemment quand vous avez des auditoires de 245 élèves, c'est assez rare que quelqu'un signale finalement avoir une difficulté, notamment parce qu'en première bac, ils ont un peu cette tendance à penser que leurs questions sont bêtes et à ne pas oser le faire. Donc un feedback immédiat, en tout cas c'est ce qu'on attend d'un chatbot, un feedback répétable, donc même s'il y a des questions fréquentes, les mêmes questions fréquentes qui reviennent pour l'enseignant, ici c'est assez facile, chacun le fait de son côté finalement, et on peut revoir des notions jusqu'à leur compréhension sans jugement. Un engagement, donc on est sur une idée d'un chatbot qui interagit avec ce côté un peu anthropomorphisation justement qui stimule l'interaction. Donc on espère une autonomie dans l'apprentissage et il y aurait une augmentation de la motivation à la condition que justement ce soit perçu comme un facilitateur d'apprentissage et non comme un substitut. Donc ça c'est ce que la littérature dit. Et finalement, on espère aussi un développement des compétences numériques et critiques, bien que là, en fait, à part l'initiation, les interactions elles-mêmes avec l'IA, en fait, finalement, n'ont pas l'air de faire augmenter les compétences numériques, en tout cas en termes de maîtrise des technologies. Mais bon, le fait qu'ils aient une sensibilisation au début, ben voilà, on s'est dit qu'ils allaient un petit peu, justement, augmenter leurs compétences par rapport à ça. Par contre, on espérait un développement des aspects critiques, donc de l'esprit critique et de l'approche réflexive par rapport à l'utilisation de l'IA. Donc, c'est cet argument pour venant de la littérature et partant des préconceptions qu'on avait finalement de l'utilisation de bots. Les arguments contre, ils sont assez connus et assez bateaux aussi, hein, mais on les a pas. Donc le risque de réponse erronée. Donc finalement, sans accompagnement, on s'est rendu compte qu'on n'est pas en mesure de détecter les erreurs. C'est logique puisque vous vous rendez compte que sur un chatbot qui est entraîné sur un cours d'optique, les étudiants n'ayant pas le cours d'optique, le chatbot donne des réponses, les étudiants n'ont pas forcément étudié les ressources avant, et donc finalement, ça devient un peu un substitut des ressources. Elles sont très peu consultées, c'est ce qu'on a vu dans les logs, et finalement, ce côté classe inversée ne fonctionne pas puisqu'ils viennent directement dans le chatbot et ne sont pas en mesure de vérifier que les réponses sont fausses, parce qu'elles peuvent être fausses même lorsque le chatbot est uniquement nourri avec les ressources. Donc, il y a un côté un peu de dépendance aussi. Donc, l'étudiant ne fait plus d'efforts dans certaines tâches. Le développement de l'esprit critique n'est pas forcément développé si c'est utilisé sans cadre. Les étudiants avaient des obstacles techniques. Ça a été assez complexe pour nous parce que déjà, la personnalisation de l'IA nous a pris énormément de temps. Dans un premier temps, donc l'enseignant ne voulait vraiment pas que ça aille vers l'externe, donc pas avec IA générative. Ce qu'on a testé, mais là, c'était vraiment, vraiment très complexe parce que ça nécessite d'avoir soit réponse à toutes les questions posées et avoir imaginé toutes les questions possibles parce qu'il y a évidemment il n'y a pas ce côté justement de traitement du langage automatique. Donc, forcément, si vous n'avez pas pensé à un cas spécifique ou si l'étudiant dit juste bonjour, déjà, vous avez un souci avec le chatbot. Donc, dans un premier temps, on l'avait fait sans. Ensuite, on a remarqué qu'effectivement, sans IA générative, il y avait vraiment de gros
de grandes difficultés à avoir imaginé tous les cas possibles. Alors, la solution de Microsoft, pour vous donner un petit peu une idée, c'était qu'on crée un FAQ sur un fichier PDF simplement et que ce PDF soit mis en place dans le système. De mon point de vue, en fait, on perd toute la qualité justement de l'IA générative en faisant ça. Et de ce côté un peu qui a la réponse à tout et qui maintient une interaction, d'autant que, pour vous dire un peu tous les points de cette étude, c'est que finalement, en discussion avec les élèves, dès le moment où notre chatbot, même lorsqu'il était ouvert à l'externe, n'interagissait pas suffisamment et assez rapidement pour eux, donc ce côté feedback immédiat. Et quand je vous dis qu'il n'était pas immédiat, c'est qu'il prenait parfois 2-3 secondes ou qu'il fallait parfois ajouter 2-3 informations pour arriver à avoir quelque chose. Très vite, il repartait vers les chatbots classiques. Même pas les chatbots, il partait carrément vers les IA génératifs classiques tels que ChatGPT, par exemple, en me disant que, et là, on frôlait des choses qui étaient un peu à dire que plutôt que de partir sur le chatbot que l'enseignant avait nourri de ses ressources, en fait, il prenait les ressources de l'enseignant et il allait les taper dans ChatGPT, alors que clairement, on leur disait que c'était illégal. Donc et là, ça posait de gros problèmes parce que les enseignants ne se rendaient pas compte qu'ils faisaient ça et que donc finalement, ça posait problème parce que l'enseignant nous demandait d'interdire ça, mais en vrai, on ne peut pas. Il y a un moment où ce qui se passe chez l'étudiant, ben, on n'a pas accès à ce genre de choses. Mais pour vous dire à quel point la comparaison entre des outils qu'on personnalise, sur lesquels on passe beaucoup de temps, et les machines de guerre qui sont à l'externe, c'est difficile de faire le poids. Donc, ça fait partie des réflexions de cette année, de se dire si l'outil qu'on propose n'a pas une réelle plus-value, et j'ai entendu la fin du discours de l'intervenant juste avant, donc ça n'a pas une réelle plus-value aux yeux de l'étudiant aussi. En fait, finalement, vous développez l'outil pour IA, parce que très vite, nous, notre outil, on a remarqué qu'en fait, il y avait très peu d'interactions sur la fin d'année et que les étudiants ont étudié le chapitre en remettant quasiment tous les ressources dans ChatGPT. Il y avait cette question d'inégalité d'accès de fracture numérique. Ça paraît étrange, mais par exemple, les chatbots de Copilot, pourtant on est sur Microsoft Teams, c'était impossible de le faire fonctionner sur les machines Apple. Et donc, seul un étudiant chez lui aurait eu d'énormes difficultés qu'on a dû résoudre avec Microsoft eux-mêmes. Donc, ça a été vraiment complexe, mais on peut se dire que s'il n'y avait pas eu des séances où on invitait les jeunes à venir nous trouver ou travailler avec nous pour qu'on puisse voir un petit peu les problèmes techniques, ben ça serait passé sous la table et il y aurait eu très vite des abandons par rapport à ça aussi. Donc, le côté inégalité d'accès était assez étonnant de ce point de vue-là. Donc, la charge de préparation pour l'enseignant, ça c'est vrai, ça a été un travail terrible et on est derrière l'enseignant toute une équipe pédagogique et technique. Donc, c'est quelque chose qui était vraiment assez étonnant auquel on ne s'attendait pas. Et finalement, toutes ces questions éthiques et de protection de données qui sont venues par la suite et qui ont été, je dirais, démasquées grâce au projet, même si on s'en doutait, mais l'enseignant lui-même n'avait pas trop conscience de ce que les étudiants faisaient de ses cours et de ses ressources, finalement. Alors là, je voulais vous montrer un petit peu pour argumenter, donc finalement, le côté ces sources qui sont de moins en moins fiables, ben, c'est vrai que ça augmente d'année en année. C'est assez logique hein, si vous connaissez un peu les IA génératifs, étant donné qu'elles s'alimentent avec les ressources sur Internet et que la plupart des ressources actuellement sont produites par des IA elles-mêmes qui font les erreurs. Et finalement, les experts disent qu'on arrive tout doucement à un plateau où, comme il n'y a plus de nouvelles ressources produites, on va finir par n'avoir plus que des IA qui s'alimentent entre elles et avec le taux d'erreur qui va augmenter. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que je vous ai mis ici, c'est que finalement, il y a eu cette question aussi au niveau des examens. Je n'ai pas mis les résultats des examens, mais donc les examens, les questions d'examen sur l'optique ont été comparées aux autres années. Il n'y a pas une réelle plus-value en termes de montée en compétences des étudiants sur la question, donc ça ne les a pas forcément aidés à mieux étudier. Et que du contraire, il y avait peut-être même un petit peu ce côté, et ça je vous ai mis des ressources qui vont en ce sens, ce côté illusion de la maîtrise. Finalement, avec
le chatbot, les étudiants avaient l'impression de mieux préparer le cours, ce qui n'était pas forcément le cas, et de mieux connaître la réponse aux questions, là, sur des questions spécifiques, hein. Et après, évidemment, il y a tout l'autre aspect. J'ai remis les schémas parce que je les trouvais sympas, mais qui n'était pas le but de notre étude ici. Donc, on n'a pas mesuré ce côté diminution de l'engagement cognitif et absence d'analyse et de recherche personnelle, finalement, et cette perte des aspects critiques. Ce que je trouvais assez intéressant aussi, qui était un peu allié avec ça, c'est que finalement, sur ce côté, utiliser l'IA juste pour un chapitre, ben, les réponses des étudiants dans les questionnaires, en fait, sont assez étonnantes, mais finalement, eux apprécieraient avoir ce système pour l'ensemble du cours. Donc là, on est presque sur le côté déclin de la relation humaine qui est mentionné ici par ce chercheur suisse, est assez intéressant parce que c'est vrai qu'ils ont l'air de dire qu'ils préféreraient finalement avoir cours avec, de façon indépendante et autonome avec le chatbot. Ils surestiment sans doute ses capacités, ça c'est sûr, et finalement, il y a assez vite cette confiance aveugle, dans le sens où comme ils pensent qu'il a été validé par l'enseignant, d'office, il est totalement valide. Ce qui est vrai à condition qu'on n'ouvre pas la porte aux ressources externes, ce qu'on a dû faire pour que l'IA soit finalement assez... qui converse, quoi. Parce que sinon, j'arrivais pas à réfléchir à toutes les questions possibles des étudiants, comme c'est moi qui codais le chatbot. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est de voir à quel point ils comprennent finalement ce que sont les IA génératives. Et donc, c'est un peu, sans doute, de là que viennent pas mal de problèmes, notamment cette analyse critique. On a eu énormément de perceptions erronées qui étaient et sont à corriger, avec quand même la particularité des IA génératives qu'elles évoluent toujours, et que donc des perceptions erronées qui ont été mesurées l'année dernière ne sont déjà plus valables, donc parce qu'il y a une évolution du système lui-même. Donc par exemple, la plupart des étudiants estiment les IA génératives. Donc là, il y a deux ressources, hein. Donc il y a une ressource de Misconception qui date de 2024 d'une équipe de recherche. Et ce qui est en rouge, c'est ce que finalement moi je retrouve chez mes étudiants. Donc le fait de dire qu'elles sont omniscientes, ça se ressort assez fort. Ils donnent beaucoup de confiance dans les réponses parce qu'en fait, pour eux, en fait, ils collectent les informations de millions de websites, donc forcément, ça ne peut être que des bonnes données, ou des réponses exactes. Ils imaginent en fait finalement que c'est en temps réel, donc c'est assez étonnant, mais on le retrouve aussi dans la partie ici, où en gros, les étudiants, excusez-moi, les étudiants comparent ça à un moteur de recherche intelligent qui finalement fait des résumés en temps réel. Donc, il y a ce côté en temps réel, il y a ce côté, on est sur de la simple récupération de données, donc ils évacuent tout le fait qu'il y a eu un apprentissage, etc. Qu'il y a une capacité d'amélioration via les interactions. Alors, ce n'était pas vrai l'année dernière, c'est vrai, c'est un petit peu vrai maintenant, puisqu'il y a maintenant cet historique des chats, même lorsqu'on ne paye pas ChatGPT, par exemple. Donc ça c'était une misconception qui évolue. Mais enfin, à ce moment-là, elle était là. Et finalement, le fait que GenAI, ce ne soit jamais qu'une interface par rapport à l'IA qui est derrière, que ce ne soit pas un type d'IA en lui-même. Ce que ça a généré chez nous, donc en fait, par rapport à la recherche, c'est que moi, j'ai étudié les profils possibles d'étudiants. Et donc, c'est assez étonnant de voir que tous mes étudiants, donc les 245, rentrent dans 3 profils spécifiques. Soit ils sont utilitaristes, donc ils s'inquiètent très peu de ce qui se cache dans la machine finalement et ne voient que du gain de temps et de la facilité au niveau de tâches quotidiennes, y compris d'apprentissage. Soit ils sont technophiles naïfs, donc c'est-à-dire c'est des personnes qui vont croire c'est le moteur de recherche intelligent, il a accès à tout plat de données, ça ne peut être que vrai, il connaît tout et moi j'apprécie cet aspect-là. Finalement, donc c'est des personnes très positives par rapport à la truc et qui lui donnent vraiment ce côté omniscient, moteur de recherche, etc. Et finalement, on a des techniciens approximatifs, donc des personnes qui essayent de commencer à décrire l'IA générative et à essayer de comprendre son fonctionnement
en citant des buzzwords, je vais dire, mais qui finalement n'ont pas une compréhension suffisamment correcte que pour bien cerner tous les aspects de l'IA générative. Et c'est une évolution entre les trois. Donc, il passe d'utilitariste à technophile naïf parce qu'on retrouve des profils hybrides entre les deux ici et entre les deux ici, mais pas entre utilitariste et technicien approximatif. Et ensuite, il y a deux aspects supplémentaires qui se superposent. Il y a beaucoup quand même encore d'anthropomorphistes, donc de personnes qui en parlent en disant ben, il a son raisonnement propre, etc. Et malheureusement, il y a très peu de sceptiques prudents, et c'est ça qu'on pourrait finalement définir comme étant ceux qui auraient cet aspect critique. Donc il faudrait qu'il y ait moins d'anthropomorphistes, finalement plus de sceptiques prudents, mais dans les deux cas, ce sont certains seulement qui discutent cette couche supérieure, les autres restent forts au côté soit outils, soit technologie. Donc, d'office, ça implique que s'il y a usage d'IA dans l'enseignement et d'IA générative, il va falloir qu'on développe absolument les compétences en IA. Alors là, j'ai remis juste celles qui sont reprises par l'OECD, donc le côté justement AI literacy, même si c'est pas forcément celle-ci qu'il faudrait utiliser. Moi, je trouve qu'elle est basique, donc c'est celle vraiment qui constitue la base. Mais par contre, maintenant, on a de plus en plus, il y en a certains qui sont intéressés par la question, donc l'apparition de la Gen AI literacy, parce qu'en fait, elle est un peu spécifique par rapport à l'IA de façon globale. Et donc, finalement, c'est dans celle-ci, donc ça, c'est un cadre qui a été publié en 2025, qui montre un petit peu ce qu'il faudrait enseigner si on veut mettre de l'IA générative dans l'enseignement et que toute personne soit en mesure de l'utiliser correctement. C'est finalement d'écrire ce que c'est, quelles sont ses capacités et finalement les problèmes qui sont générés par rapport à ça, l'impact sociétal et la perception des chatbots en eux-mêmes, étant donné toutes les conséquences que ça a après sur les jeunes. Je pense ici à des trucs assez graves comme les cas de suicide qu'on a, les personnes qui l'utilisent pour discuter de santé mentale ou ce genre de choses. Donc ça montre bien qu'il y a actuellement une perception de l'IA qui est plus anthropomorphiste et empathique avec ce côté d'accorder beaucoup de confiance plus que d'être critique, qui est ce que l'Europe voudrait pour chaque citoyen numérique. Et donc finalement, j'ai juste conclu ici. Donc moi, je suis pas pour, pas contre. Oui, j'ai mis des arguments pour et contre ici par rapport à l'usage qu'on en a fait nous à l'UNAMUR. Donc nous à l'UNAMUR, de toute façon, ça va continuer parce que ça se fait tellement partout que on étudie le fait de comment le faire, peut-être assez lentement finalement, mais en essayant de mesurer au mieux ce qu'on va faire avec. Et donc finalement, nous reste sur des choses assez sommaires de comment on veut implémenter ça. C'est créer le cadre, un cadre clair, éthique, légal et pédagogique. On a créé cette année-ci un conseil de l'IA artificielle à l'UNAMUR pour justement passer par des experts avant de mettre en place quelque chose au sein de l'institution. Et donc, on doit faire un accompagnement des étudiants dans la prise en main des outils, donc en leur enseignant des bases de l'IA. Alors, on a les outils PIX et maintenant, évidemment, Dishcom qui s'est un peu plus aussi développé en termes d'IA. Donc, ça reste quelque chose qui soit nécessaire à faire auprès des jeunes. Pour stimuler la pensée critique et la réflexion dans notre étude, en fait, on a remarqué qu'il faut quand même des séances où finalement, on aide les jeunes à l'utiliser, donc pas en pensant qu'ils savent l'utiliser d'eux-mêmes, mais en enseignant les choses de base, le promptage, notamment, mais pas que. Donc, on a aussi, on a fait aussi une séance où on leur a montré la création de QCM, l'utilisation en tout cas de l'IA dans les aspects éducation. On a conçu des activités appropriées, évidemment. Donc, on a développé toutes les activités pour forcer finalement cette initiation à discussion avec des chatbots et comment l'utiliser dans des cadres d'études. Donc, finalement, on est obligé de laisser des activités humaines, entre guillemets, où on oblige les jeunes à développer une pensée critique. Et finalement, le côté personnalisation du chatbot,
ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant, notamment pour les données du professeur, donc le fait que les enseignants, chez nous en tout cas, ne veulent pas que leurs cours soient injectés dans ChatGPT. Et donc finalement, ici, le seul truc qu'on peut dire par rapport à ça, c'est qu'on est en train de tester un maximum d'autres outils. Et donc finalement, ça devient une question de quel est l'outil qui assure le plus le côté justement RGPD. Et on a créé un IA score qui va sortir de la littérature dans peu de temps, où on a fait d'énormes tests pour savoir qui répondait le mieux, quelles données étaient diffusées, etc., par rapport à ces six IA assez connus. Et finalement, nous, la deuxième partie de cette étude où on utilisait Copilot l'année dernière, cette année-ci, on part sur Amanote. Donc, Amanote qui est un outil qui s'intègre après aussi pour plein d'autres choses, notamment de la prise de notes, etc. Sachant que, évidemment, c'est encore un outil payant et que donc, finalement, c'est le nerf de la guerre, hein. C'était pareil pour Microsoft. Microsoft, tant qu'on était dans les tests, ça allait. Après, vous savez qu'on paye par prompt. Et donc, ça peut devenir très vite cher pour une université ou pour une haute école. À Manote, les prix sont un peu plus démocratiques, ça fonctionne un peu différemment, mais il y a un moment où quand même, il faudra mettre sur la table le fait qu'effectivement, ce n'est pas gratuit et que ça a un coût et que peut-être on est encore sur un système où justement, c'est pas un remplacement de l'enseignant, mais il y a encore toute cette question derrière aussi de savoir jusqu'à quel point on veut décharger l'enseignant et le coût que ça fera à l'université, sachant que les hautes écoles et universités sont en problème financier actuellement. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu le topo, je vais quitter mon PowerPoint pour revenir sur votre écran s'il y a des questions, mais bon, ça a le mérite d'être assez exploratoire. Et peut-être que justement, de ce côté-là exploratoire, ça vous montre un peu différentes problématiques qui ont déjà été étudiées chez nous, entre guillemets, que vous aviez peut-être pensé et sur lesquelles on peut peut-être discuter maintenant sur le temps qui reste. Des suggestions où je peux vous expliquer deux, trois trucs peut-être qui étaient en arrière-plan que je n'ai pas beaucoup développé. Donc, je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça. Je vais vous redonner peut-être la parole à Lionel comme ça. Ouais, Tu sais me dire. Déjà, on peut t'applaudir par rapport à la présentation. Et ensuite, effectivement, il nous reste encore un petit peu de temps. Donc, vraiment libre à vous de pouvoir interpeller Julie par rapport à ce qui vous intéresse le plus. Si vous avez des questions, réactions, remarques, c'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas. Oui, vas-y. Oui, bonjour Julie. Voilà, en fait, moi je suis responsable mentorat pour la Haute École Charlemagne. Et avec une collègue, on a fait une réunion récemment, on s'est rendu compte qu'on avait une diminution du nombre de mentorats, qui est de suivi au niveau mentorat, qui a commencé plus ou moins il y a 3 ans. Et on est arrivé presque à 50% de demande et on plafonne. Et au niveau de l'aide à la réussite aussi. Donc, les étudiants nous sollicitent pour de l'aide spécifique pour réussir leur première année. Et avec une collègue, on a mis ça en lien avec justement cette illusion de soutien au niveau méthodologique, au niveau assistanat par MIA. Je voulais savoir si ton hypothèse allait aussi dans le sens vu justement ce que tu viens de présenter. Oui, mais même si je trouve que dans ton cas de mentorat, on n'est peut-être pas sur... parce que le gros souci dans le chatbot personnalisé qu'on a, nous, c'est aussi la décision des enseignants de ne pas vouloir que leur cours aille sur des choses qui sont publiques, hein. Donc, on est sur finalement ici des droits d'auteur de cours. Parce que sinon, je veux dire, il faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce que nous, on décide de faire un chatbot personnalisé que les étudiants ne le faisaient pas avant avec ChatGPT, hein. Ou alors, c'est qu'ils ont raté quelque chose, parce que je trouve que c'est une des utilisations les plus intéressantes, c'est quand on lui fournit des ressources et qu'on lui dit essaye de te limiter à ces ressources. C'est comme ça qu'il est le plus efficace. Maintenant, quand on est dans des aspects de mentorat, peut-être que tu peux retomber dans un chatbot personnalisé si tu as quand même cette idée de
ils viennent souvent pour les mêmes questions. Et tu crées tes PDF avec les réponses les plus typiques. C'est ce que font les hôpitaux, hein. Les hôpitaux qui sont en train de mettre en place des agents conversationnels pour les hôpitaux, la plupart du temps, c'est d'abord sur des questions, je sais pas moi, d'horaire, d'ouverture du service pour prendre les réservations, ce genre de choses. Il y a des questions typiques qui reviennent régulièrement. Et dans ce cas-là, euh, Microsoft nous avait dit, et je trouvais ça très, très pertinent, de nous dire, en gros, si vous créez des ressources tip-top que vous pouvez injecter, parce qu'en fait, ce sont vos ressources propres, mais qu'elles ne font pas l'objet de droits d'auteur ou ce genre de choses, et bien là, ça va fonctionner. Euh, ça peut quand même pallier le manque de personnel à ce moment-là. Oui, mais en fait, on a le personnel. C'est juste qu'on a de moins en moins de demandes. Et Ah, de demande d'étudiants, ils viennent plus, tu veux Oui. dire, c'est ça? Oh, j'avais compris dans l'autre sens, moi. Mhm. et qu'on ne sait pas faire. Et donc, oui, je me dis que peut-être il y a cette illusion de la part des étudiants par rapport au fait que l'IA est un soutien suffisant, alors que nous, en tant que professionnels du soutien et de l'aide, on se dit qu'on apporte vraiment quelque chose de différent par rapport à la motivation, par rapport à la confiance en soi. Ouais, mais ça fait pas. Moi, c'est ça. Clairement, c'est une illusion, hein. C'est comme. Enfin, voilà, moi, j'ai des tas de copines qui me disent que quand elles ont un mal-être ou un mal quelque part, maintenant, c'est ChatGPT. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, il a tellement trop la facilité de réponse que les gens y accordent trop d'importance. Ça repasse quand même toujours par la même chose, hein. Donc, si vous veniez à montrer l'intérêt en déconstruisant justement le vide que produit ChatGPT, parce que c'est du vide, c'est pas parce qu'on lit, il faut que tu fasses un résumé que tu sais faire un résumé. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est cette surconfiance qu'ils ont aussi dans leur capacité en fonction de la lecture. J'ai pas beaucoup de solutions par rapport à ça. Moi, je passe toujours par le fait de dire, il faudrait qu'en début d'année, tout le monde ait une formation sur l'IA et sur l'IA générative et tout le monde ait conscience de ses limites. Et à partir du moment où tu sais ses limites, finalement, toi-même, si tu n'es pas capable de te dire que la limite fait que tu risques de foirer ton année parce que justement, tu as fait confiance et que finalement, tu t'en sors pas, alors, plus, mais je pense qu'il y a toujours eu des étudiants aussi qui ont toujours eu trop confiance en eux aussi. Mais c'est un petit peu peut-être que Lionel en a discuté, je sais pas, mais ce que le pôle Liège fait en début d'année, cette année-ci, ils ont fait sur Liège, j'ai trouvé ça génial. Donc, d'avoir cette initiation dès la bac 1, finalement, en août, les cours d'été, là, ou je sais pas quoi, activité préparatoire, c'est ça, sur l'IA pour justement montrer quel est l'usage qu'on peut en faire dans les hautes écoles, sans pour autant que ce soit de la triche ou que ça soit, enfin, que ça reste dans le cadre légal de l'UNIF, mais aussi montrer finalement, ben, il peut se tromper. Il y a des endroits où on voit très vite qu'il se trompe, hein. Tout le monde sait qu'il n'est pas très bon en maths, par exemple. Moi, je suis chimiste à la base, mais je sais très vite voir aussi qu'en fait, il n'est pas très bon en chimie non plus. Tout simplement parce que la plupart du temps, les ressources en ligne ne sont pas extrêmement bonnes en chimie. Il y a toujours les erreurs classiques que tout le monde fait, elles sont aussi en ligne, donc elles ressortent assez fréquemment. Oui, à part ça, je ne vois pas trop, parce qu'effectivement, c'est tellement, mais même chez nous, hein, c'est tellement, il faut se rendre compte, nous-mêmes comme utilisateurs, tout ce que moi je ne fais plus, que maintenant je fais faire par une IA, et des fois je me dis, ben, je perds en compétences. Quand on est jeune et qu'on ne l'a pas vu, je veux dire, moi, je suis en troisième secondaire aussi, je suis enseignante partiellement. Le premier rapport que j'ai demandé à mes étudiants, qui n'était pas un rapport extrêmement long, ils venaient de créer un jeu vidéo, j'ai demandé juste un design game, game document, c'est ça. Finalement, ils doivent dire l'objectif du coup, l'objectif du jeu, quel est le public, etc. Mais il faut savoir quand même qu'ils ont réussi à le faire générer par ChatGPT qui ne connaissait pas leur jeu. C'est un jeu qu'ils avaient créé eux-mêmes. Donc, ils m'ont rendu des rapports racontant des choses sur des jeux qu'ils n'avaient même pas produits eux-mêmes. Et aucun, donc ils sont 12, aucun n'a eu le nez d'aller juste lire le rapport, hein. Ça a été copié-collé. Donc, j'ai eu des rapports où il n'y avait vraiment aucun lien avec leur jeu, mais ils ne se sont même pas rendus compte de ça. Et là, je me suis dit, c'est quand même vraiment interpellant. C'était la loi du moindre effort. Et si déjà en secondaire, on ne leur dit pas, finalement, ils arrivent chez nous à l'UNIF ou en haute école avec cette impression qu'en fait, ils s'en sont sortis comme ça en secondaire et qu'ils peuvent continuer dans cet usage-là.
l'usage de la facilité. Tout est dit. Ouais, c'est triste, hein. Non, mais- Voilà, merci, bonne soirée. Non, mais peut-être qu'un cadre plus strict à l'UNIF aussi, tu vois. Maintenant, je sais pas, c'est ça que je vous dis. Quand on a découvert qu'en fait, ils créaient leur propre chatbot avec ChatGPT sur le côté et que le prof a dit, oui, mais tu peux pas prendre mes cours et les mettre dedans. Mais dans l'absolu, elle l'aurait pas fait devant moi, la fille. Je l'aurais pas vu. Et probablement, la plupart des gens le faisaient. Donc là, c'est quand même terrible de se dire que les gens se disent que un cours n'est pas un droit d'auteur. Donc, on touche à un truc encore plus citoyen, quoi. C'est-à-dire que les gens sont capables de prendre un truc qui appartient à quelqu'un et de le fournir à une machine dont on sait qu'elle garde les données, et voilà, quoi. Sans avoir demandé préalablement l'avis de l'enseignant. En prison, sans passer par-dessus. Je ne sais pas s'il y a une autre réaction. Profitez-en. Elle va demander d'efforts, ça fait c'est moins en moins d'efforts, quoi. Moi, je le constate, je leur demande de lire, les envois, on travaille sur soit recherche l'IA, ou lire un article que j'ai mis en PDF attaché pour, alors que je suis en supérieur, hein, au bac 1, au bac 2, au bac 3, etc., sur 25, on a 3 qui le font. Ou bien, ils ont fait le résumé, je vois que c'est l'IA qui l'a fait. Comment formation des profs. Voilà, c'est infernal, quoi. Donc, et puis, ils ont tous leur PC ouvert, mais ils n'écoutent pas le cours. Je vois bien avec leur mouvement des yeux, je sais détecter qu'ils ne sont pas avec moi. Ils regardent autre chose. Et c'est tous pareil. Et mes collègues, que ce soit ici, à Libramont, à Namur, parce que j'ai posé la question à des collègues, et ils ont la même, c'est une épidémie, quoi. C'est la même point d'effort. C'est homo confort. Je renvoie au bouquin homo confort, là. Ouais, c'est exactement ça, mais c'est une catastrophe, quoi. Alors, deuxième chose aussi, c'est que les prompts et tout, on a vu ça ici, et ça fait plusieurs fois que je vais avec plusieurs séminaires ou colloques. Je fais toute la Belgique et Bruxelles, hein, à force. Mais je veux bien faire des travaux avec eux, faire des recherches sur toutes les IA génératives, tout ce qu'on veut. Mais à un moment donné, on en parlait avec le vocabulaire, ils calent. Ils n'ont pas, le vocabulaire, c'est terminé, c'est fini en 5-6 ans. Je constate que quand je dois trouver un synonyme, tourner la phrase, passive, active, ça, c'est fini. Il leur manque des bases, en fait. Ils ont tous le CESS, mais des niveaux comme ça. Donc, sur une classe de 20, il y en a 4, merci pour Dieu, quoi. Capital symbolique, culturel, etc. Ils sont morts. C'est fini, je n'arrive plus. Ils n'ont plus de compétences. De base, le français, c'est la culture générale. Donc, comment faire des prompts, comment leur faire générer des prompts s'ils calent. Et donc, je n'arrive pas à avancer. Il y en a un qui fait la 3/4 de l'école, je parlais tourisme, quelle est l'origine du tourisme, c'est la colonisation, machin, mec, c'est quoi la colonisation? C'est quoi la seule colonie de la Belgique? 20 sur 25, ils ne savaient pas. Voilà. Pas ça à l'école. C'est catastrophe. Oui, et je suis allé voir les programmes secondaires. Je dis, vous avez énormément vu ça en 4e, en 5e, 6e, c'est une catastrophe. Donc, je n'arrive pas à avancer, en fait. Je cale, donc, avec toutes les IA que je peux utiliser, ça patine. Je revois ce que tu dis parce que tu dis que le niveau des étudiants est interpellant. Oui. Et j'ai signé un article qui s'appelle l'article du Grand Client du mois de juin, c'est sur le préprint de l'article du MIT. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. ChatGPT est en train de casser le cerveau humain, 5 points, enfin, et c'est 5 preuves qui prouvent que plus on utilise les IA, c'est pas que chat. Hein, Non, oui. Les IA, moins on a des facultés, moins nos facultés cognitives se développent. Mais là, je voulais rebondir aussi. C'était il n'y a pas longtemps, dans mon boulot, j'ai rédigé une note à destination des enseignants et qu'il y a un directeur qui m'a demandé de changer certains mots de vocabulaire parce qu'il craignait que les enseignants de son équipe, Ben voilà. mais on parle d'enseignants de Oui. mon supérieur, pas des étudiants. Ouais. Il disait ce mot-là, c'était le mot leurre. C'est leurre, des leurres, donc des fausses affirmations. Il craignait que les enseignants de son équipe ne connaissent pas le mot. Et troisième point pour terminer, aussi, nous, on a encore la capacité à les recouper les stocks. Chacun l'a dit ici. C'est que quand on a un petit doute, aussi petit, je dis parce qu'on est encore à vieille école, ou bien selon qu'on a un capital, qu'on appartient à telle, enfin, soit, peu importe, qu'on a un environnement qui est favorable, c'est qu'on a le crédit, ok, je vais aller voir telle source sur Google. Donc on prend le temps et on dit qu'on est dans le temps rapide.
Nous, on est encore un peu dans le temps lent. On prend le temps de recouper les sources. Je vais voir dans un bouquin, je vais recouper avec un dossier de truc PDF. On dit, ah, il y a la connerie, machin. Mais qui fait encore ça, en fait? Même parmi les plus jeunes enseignants. Ça ne va plus. En fait, donc il y a un gros problème à ce niveau-là. J'ai fait un test avec eux. Hein. J'ai dit, je fais, faites-moi le prompt, machin, trouvez-moi ce que je fais. OK. Vous avez vu les sources qui vous donnent l'IA générative? Il n'y a pas un truc qui vous tracasse? Pas un, bac 3, pas un. C'est toutes des sources anglo-saxonnes. Je vous rappelle, c'est GAFA, c'est Californie, c'est blanc, c'est raciste et c'est de droite. Hein. Ultra droite. Et puis je dis, regardez les sources là. Demandez maintenant, donnez-moi des sources européennes. Il n'y a pas un souci là? Non, anglo-saxon. Donnez des sources francophones et puis aucune source féminine, aucune femme. Il n'y a pas un souci là. C'est parce que moi je leur dis que. Et pourtant, Ils ne le font pas, ils gobent tout, ils prennent tout, toutes les sources qui. Tout est subjectif en fait, mais ça ils ne se rendent pas compte parce qu'en plus l'IA va dans le sens du poil. Ils disent veux-tu que je te fasse un résumé, veux-tu que je te mette ça sur la forme? L'autre disent oui. Et pourtant aussi, les réponses de l'IA ici en Europe occidentale sont déjà plus, entre guillemets, alors je prends les gros guillemets, plus de gauche que ce que l'Amérique du Nord. Oui, peu importe. Parce que nos scientifiques, nos universités sont culturellement plus de gauche que la politique de Trump, par exemple, heureusement. Et pourtant, il y a encore des biais énormes, des biais d'origine culturelle, des biais de genre, plein de biais. Et pourtant, il est probable que les réponses de notre chat, déjà utilisées ici, dans notre chat, c'est juste utilisé ici, sont quand même plus ouverts, alors je fais un tout, mais plus ouverts que l'usage qu'il pourrait y avoir en Amérique du Nord ou dans d'autres pays. Mais bon, bref. Mais ce qu'il y a, c'est que 80% des IA génératives, c'est anglo-saxon, ils utilisent tout ça. C'est facile d'accès, machin, gratuit. Donc voilà, je veux bien faire des efforts, j'en fais tous les jours, mais parfois j'arrive à des limites. Continue quand même. Tellement. Je m'épuise, hein, je m'épuise. Non, il faut des gens comme toi qui questionnent vraiment le fonctionnement de l'outil. Mais parfois, ça pompe de l'énergie du temps. Hein. Ah bon, voilà, je tourne la Pas que par. Oui, pas que par. Voilà, donc je rejoignais Julie aussi, les interrogations. Merci beaucoup. Merci encore une fois, Julie, pour ton intervention. Si tu as De rien. c'est le moment, c'est l'instant, sinon on va te libérer et